Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Nathalie Lévy, connectée depuis la France et plus précisément de Lille. Nathalie va nous présenter le doute, meilleur ami ou ennemi du coach. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Yotis, bonsoir à tous, d'où que vous soyez. Alors Nathalie, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Eh bien, ça va très bien, peu d'excitation avant de démarrer ce webinaire avec vous et avec l'équipe Synergie. Nathalie, beaucoup de... Plaisir aussi à vous retrouver. Merci Nathalie. Alors on va pas le cacher Nathalie, on se connaît depuis quelques années déjà. Tu as en effet contribué à ma formation de coach et à cette époque, je t'appelais Athéna. Bon, j'ai dû m'adapter, essayer de t'appeler Nathalie pour ce webinaire, mais les gens peuvent savoir que je t'appelle constamment Athéna. Il y avait également Déméter, il y avait Artémis, il y avait Zeus aussi, c'était chez Coaching Ways. On leur fait à tous un coucou, ils se reconnaîtront. Qu'as-tu envie de partager de cette période, Nathalie? Eh bien Yotis, je me rappelle déjà que tu avais ta couleur et ton univers si original et si créatif, comme tu viens de le partager au travers déjà des noms que tu nous prêtais. Et puis, si j'ai vu ta posture évoluer d'année en année, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu la mets complètement au service du développement de la dynamique synergie. Et chacun peut voir à quel point c'est intéressant. Et merci pour cette générosité-là et la qualité de cette dynamique-là que tu fais vivre avec l'équipe. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, je partage également que tu as énormément contribué de ton côté dans l'antenne des Hauts-de-France avec tous les leaders, aussi bien de cette antenne, mais aussi de tous les chapitres, où il y a énormément de leaders qui permettent ce grand rayonnement dans toute la francophonie. D'ailleurs, j'aimerais ajouter que c'est aussi grâce aux ambassadeurs que tout ce rayonnement est possible. Donc, merci aussi bien aux ambassadeurs et à tous les leaders de toute la francophonie. Alors, Nathalie Lévy, coach professionnel PCC. Nathalie, tu es passionnée par le potentiel humain et tu as à cœur de développer la posture de coach et une meilleure prise en compte de la dimension humaine dans les entreprises et les organisations. Au sein de 2ABD, tu accompagnes depuis plus de 13 ans en coaching les dirigeants, les managers et les équipes à développer leur potentiel, tout particulièrement dans les situations à enjeu, en apportant des clés de compréhension de chacun et du système. Dans la première partie de carrière, pendant 17 ans, tu as exercé des responsabilités managériales et opérationnelles au sein de grands groupes agroalimentaires. C'est ce qui t'a amené à t'intéresser et à chercher à comprendre au-delà des compétences techniques, qu'est-ce qui fait que ça marche quand ça marche? Tout particulièrement attaché aux valeurs humaines, d'authenticité, tu vises à permettre à chacun de développer le meilleur de soi-même et sa propre couleur en apportant des clés de compréhension de chacun et du système et à trouver du sens. Depuis 10 ans, tu fais partie de l'équipe pédagogique de l'école Coaching Ways, au sein de laquelle tu formes des coachs, supervises et fais du mentoring afin de développer les compétences de coach. Et depuis 10 ans également, tu es engagé et t'investis également pour ICF France au sein de l'antenne des Hauts-de-France où tu as été présidente de l'antenne pendant 3 ans afin de contribuer à la reconnaissance et à la professionnalisation du métier de coach et favoriser les rencontres et partages entre les coachs. Nathalie, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Eh bien, Yoti, j'adore les voyages parce qu'on ne revient jamais comme on est parti. Et puis finalement, dans notre métier, c'est aussi des rencontres et des voyages que l'on fait au travers ces belles rencontres. Voilà. Alors, moi, je t'invite à partir à Koh Lanta. Nous avons, vu que moi aussi j'aime bien les voyages, on va bien s'amuser là-bas, mais bon, ça dépend. Est-ce que c'est sur l'île ou sur l'émission? Alors, tu vas nous parler de doute, meilleur ami ou ennemi du coach. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? Eh bien, quand l'idée ou l'envie de partager mon expérience et ce que je pouvais apporter est venue au travers de ce webinaire,
je me suis posé tout un tas de questions. Est-ce que je pouvais relever ce défi? Est-ce que j'en étais capable? Qu'est-ce que je pouvais proposer, partager, qui pourrait intéresser la communauté de Synergie? Et puis finalement, j'ai été confrontée au doute et je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce doute. Au-delà de ces questions, c'est aussi un ressenti. Et comme dans notre métier, on est confronté très souvent au doute. Pourtant, on n'en parle pas si souvent que ça. J'ai eu envie d'aller l'explorer et de partager mon expérience au travers de ce doute. Merci beaucoup Nathalie. Je t'invite à commencer ta présentation et moi je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Très bien. Alors finalement, le doute, pourquoi en parler? Qu'est-ce qui fait de l'intérêt à parler du doute pour nous les coachs? Eh bien déjà, de tout temps, le doute, c'est un compagnon de l'homme et de la femme, bien évidemment. Et au même titre que de la peur, il nous a accompagnés. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais de plus en plus, dans ce que nous vivons actuellement, eh bien, il est de plus en plus omniprésent et intense. En tout cas, c'est la perception que j'en ai au travers de ce que je vis. Et finalement, s'il est de plus en plus présent, c'est lié en partie à l'accélération du temps. La rupture digitale nous fait être en contact avec des personnes à l'autre bout de la Terre, comme par exemple ce soir, en temps réel. On peut communiquer, on a tout un tas d'informations extrêmement importantes et en temps réel. Et tout ça donne un sentiment d'accélération qui, effectivement, influe sur ce que l'on vit. Et puis, l'environnement professionnel, vous avez peut-être déjà entendu ce terme qui a été emprunté aux militaires pour parler des environnements hostiles, et bien, et de plus en plus ce qu'on appelle VUCA. Alors VUCA, c'est de plus en plus volatile, incertain, complexe, ambigu. Et ça, c'est l'univers dans lequel nous vivons tous et bien sûr nos coachés. Et cet environnement-là peut être source d'incertitude et de doute et d'amener de plus en plus de questionnements par rapport à ce que nous vivons et ce que vivent nos coachés. Et puis, la troisième dimension, ce que je dirais, c'est que le doute est central dans la relation coach-coché. Je serais peut-être amenée à le répéter, mais en tout cas, ce qui fait la particularité ou une des particularités de notre métier, c'est que le meilleur outil du coach, c'est le coach. Et donc, c'est nous-mêmes. Et c'est en ça que ce que nous vivons va être essentiel et va nous être à la fois utile et à la fois par moments pénalisant. Et du coup, on va être amené à avoir des doutes. Et donc, dans ce sujet, eh bien, ça va être aussi quels sont les doutes du coach. Et puis, on va accompagner des personnes, nos coachés, qui, elles aussi, peuvent ressentir du doute à propos d'elles-mêmes, de leurs capacités. Parce que bien souvent, quand on vient voir un coach, eh bien, c'est parce qu'on se pose des questions et qu'on peut vivre du doute. Et puis, par moment, c'est aussi, et c'est assez fréquent dans les demandes, parce qu'on vit ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui peut être un questionnement ou du doute par rapport à ce que l'on vit, par rapport à nos capacités et par rapport à tout ce qui peut nous concerner, alors que peut-être de façon objective et intangible, on n'a pas peut-être de raison d'avoir tous ces doutes. Voilà en quoi ce sujet m'a tout particulièrement intéressée et je dois dire que plus j'ai cheminé et plus j'ai trouvé en tout cas de l'intérêt et du lien avec notre métier de coach et le coaching. Alors, mon parti pris, eh bien, c'est d'aller interroger ce rôle du doute, puisque finalement, il est présent, puisque finalement, il est vécu et de différentes façons. Dans quelle mesure il peut être facilitant, aidant, ou alors dans quelle mesure, à quel moment il va être limitant ou voire bloquant. Parce que d'avoir ce regard-là va nous être pour nous précieux. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est finalement, puisque ce doute est présent, puisqu'on le vit, nos coachés le vivent, comment l'aborder? Quelles sont les clés pour pouvoir l'aborder et pouvoir en tirer le meilleur parti de ce doute qui est si présent? Et puis, ce qui m'intéressait aussi dans cette dimension, finalement, en allant chercher ces clés, c'est à propos du doute, qu'en disent les sciences du cerveau? Que sait-on à propos du cerveau, de notre fonctionnement, qui va venir éclairer ce que l'on vit, ce qui a du sens pour nous par rapport au doute?
Alors, je ne suis pas une neuroscientifique ou une grande scientifique et loin de là l'envie de vous faire un exposé sur cette dimension-là. Mais j'ai travaillé avec le professeur Medjaj qui travaille beaucoup sur les dernières découvertes du cerveau. D'ailleurs, au travers son ouvrage qui est le Neurolearning, elle fait des liens avec tout ce qui est apprentissage et comment ça peut nous être utile. Et c'est ces liens-là par rapport au coaching que j'avais envie de vous partager par rapport aux découvertes sur les neurosciences pour donner encore plus de sens par rapport à notre métier qui parfois peut avoir des dimensions, on peut le dire, intangibles, abstraites, dans la dimension humaine qui sont pas toujours faciles en tous les cas. Alors finalement, c'est quoi ce doute et qu'est-ce que le doute ? Si on regarde un petit peu dans l'origine du mot, ça nous amène sur l'origine du verbe latin, dubitare, hein, balancer, douter, hésiter, être indécis, réfléchir, c'est différentes dimensions. Et puis, en évoluant dans la dimension de l'ancien français, on va plutôt retrouver hésiter à, appréhender de, craindre de, qui donne une autre dimension, qui apporte entre ce balancement non seulement la dimension de la réflexion, et aussi la dimension émotionnelle. Et finalement, le doute, on le retrouve dans toutes les dimensions. Tête, cœur, corps. La dimension cognitive, la dimension émotionnelle et celle du corps, et la dimension corporelle, celle du corps. Et c'est en ça que c'est riche, je trouve, parce que finalement, nos accompagnements, ils ont de l'intérêt parce qu'on peut accompagner les personnes dans toutes leurs dimensions, tête, cœur, corps. Et c'est pour ça que le doute nous parle aussi de ces trois dimensions et en ça, il nous est précieux. Le doute, dans la dimension intellectuelle ou cognitive, ça va être plutôt ce qui nous permet de développer notre sens critique, c'est-à-dire nous poser les bonnes questions, remettre en question ce qu'il y a à remettre en question. Par exemple, je reçois énormément d'informations, je peux avoir un doute sur leur fiabilité. Je peux avoir un doute sur la capacité d'organisation d'une réunion en fonction de la taille de la salle, du nombre de personnes, et tout ça, c'est des données que j'analyse. Et ça, c'est plutôt la dimension intellectuelle qui va être concernée et développer, comme je le disais, l'esprit critique. Et aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose de très souhaitable d'avoir ce doute dans cette dimension intellectuelle. Et puis, on peut retrouver aussi le doute dans la dimension émotionnelle, c'est-à-dire que le doute que l'on a peut être accompagné d'une émotion qui peut être, en tout cas, on va le voir après, mais qui peut être associée à une sensation ou une émotion plutôt désagréable selon la situation. Et c'est dans cette dimension-là, selon la situation, que ça va être intéressant d'aller regarder aussi ce que vient nous dire le doute, à quoi il sert, quel sens il a et comment on va pouvoir aller l'explorer ou en tout cas avancer aussi dans cette dimension-là. Et puis, comme le langage des émotions passe aussi par le corps, eh bien, on va aussi explorer la dimension corporelle puisque ces sensations, on va les ressentir au niveau du corps. Alors justement, Yotis, pour aller un peu plus loin et avoir aussi des retours de la part de nos participants, peux-tu lancer notre premier sondage pour voir à quel endroit et qu'est-ce que ça vient nous dire au sujet du doute? Alors, donc, le premier sondage est lancé. Quand vous doutez, votre ressenti est-il plus proche de la colère ou la frustration, la peur ou l'angoisse, la confusion ou du vide, l'excitation, autre? Et vous êtes très rapide ce soir. Vous avez déjà 70%, plus de 70%. Voilà, nous allons entendre encore quelques secondes. On atteint les 80%. Et donc, j'arrête ici le sondage. Et voici les résultats avec 47% la peur ou l'angoisse, 40% la confusion ou du vide, 5% autres et 4% la colère, la frustration et l'excitation. Voilà Nathalie, c'est à toi. Merci Yotis. Tout à fait intéressant. On voit comment chacun le vit
hein. Et vous m'avez aussi partagé, pour certains, les images qui vous venaient. En tout cas, on voit qu'il y a une grande partie aussi qui est à la fois liée à la peur et aussi à la fois liée à une confusion. Et ça peut être intéressant ou du vide. Et ça va être intéressant de voir comment justement dans cet aspect dimensionnel et émotionnel, on va pouvoir utiliser ça dans notre accompagnement ou en tout cas dans notre compréhension de ce que l'on vit. Alors, dans le doute, finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre à quoi il correspond et par rapport à notre fonctionnement du cerveau, comment ça fonctionne et comment ça marche et qu'est-ce que ça vient nous dire. Eh bien, si, sans rentrer dans trop de détails qui seraient pas forcément intéressants, on peut, si on regarde une coupe, identifier 3 grandes dimensions du cerveau. La première, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal qui correspond au cortex exécutif. Et là, c'est toute notre dimension de l'intellect, du cognitif, de nos pensées. Et puis, il y a une deuxième partie qui correspond plutôt aux hippocampes, qui sont au nombre de 2, et qui vont plutôt correspondre à ce qu'on appelle au cerveau de l'apprentissage, tout ce qui est lié à la mémoire. Et puis, il y a une troisième dimension qui correspond aux amygdales. Et là, ça va être plutôt le siège de nos émotions. Alors, longtemps, on a cru que la partie du cerveau exécutif et la partie du cerveau apprentissage n'étaient pas en lien, ne communiquaient pas avec la partie émotion. Et on a, il n'y a pas si longtemps que ça, donc assez récemment, découvert qu'en fait, ces parties communiquaient et étaient en lien. Et donc, du coup, ça nous donne des éclairages par rapport au fonctionnement. Pour ceux qui connaissent déjà ce mode de fonctionnement, c'est notamment ce qu'on appelle l'erreur de Descartes, qui a été décrit dans le livre du même nom par Antonio Damasio. Et donc, en permanence, ces deux parties, qui sont la partie du cerveau exécutif et apprentissage, communiquent et sont en lien avec les émotions. Alors, cette info, on va utiliser une métaphore pour parler d'un mode de fonctionnement, du coup, qui va nous être utile pour comprendre qu'est-ce que ça nous amène comme éclairage de pouvoir avoir cette information sur le fonctionnement. Vous vous rappelez de ce jeu, étant enfant, de bascule, de balance à bascule? Chez nous, dans le Nord, on l'appelle le tape-cul, en tout cas. Et alors, quel lien on peut faire par rapport au monde de fonctionnement? Eh bien, quand les émotions sont neutres, je veux dire, et quand tout va bien, nous sommes connectés, notre cerveau exécutif, la dimension de l'apprentissage fonctionne tout à fait normalement. On est connecté à ces ressources, on peut prendre du coup des décisions, identifier ce qui est le meilleur pour nous par rapport à ce que l'on a à faire ou des décisions que l'on a à prendre. Et puis, c'est dans le cas où une émotion, et on va dire une émotion négative ou une émotion désagréable ou une émotion inconfortable arrive, il peut y avoir cette bascule. Alors, à quoi correspond cette bascule des émotions? Eh bien, cette émotion, et je l'ai dit tout avant, va être en lien et elle va grossir, surtout si elle est importante par rapport à ce qu'on vit. Elle va prendre de l'espace et comme une bascule, si on se réfère au schéma, elle va prendre de l'espace et à la fois, pendant ce temps, toute la partie cerveau exécutif et apprentissage va à l'inverse diminuer, être inhibée de plus en plus l'émotion, par exemple désagréable, qui peut être de la peur ou de la confusion, ou ce sentiment que l'on peut ressentir, prend de l'importance. Et donc, vous voyez tout de suite les limites que cela peut amener. Alors, vous avez peut-être, je vais prendre un exemple, été vous-même confronté, vous êtes en train de mener un événement qui a beaucoup d'importance pour vous, ça vous donne de la pression, et puis peut-être une émotion d'appréhension ou de peur qui monte, et puis au moment d'intervenir, eh bien, vous avez l'impression de ne plus rien savoir et d'être coupé de toutes vos ressources. Alors, c'est pas très aidant. Ça parle de ce principe-là où, à ce moment-là, l'émotion qui devient prioritaire, et on va voir pourquoi ça devient prioritaire, ça a du sens par rapport à notre fonctionnement, parce que cette dimension d'émotion, c'est une sentinelle, elle vient nous alerter à propos d'un risque. Et comme elle devient prioritaire pour que l'on puisse se préserver du risque, en tout cas se mettre en action pour se préserver du risque. Et du coup, devenant tellement prioritaire, elle inhibe cette partie de cerveau exécutif et d'apprentissage, et on peut, à un moment donné où on peut en avoir besoin, ne plus avoir accès
à nos ressources et tout ce qui va nous permettre de prendre des décisions, d'avoir accès à notre mémoire et ces éléments-là. On peut voir à quel point ça peut être limitant. Surtout que face à l'émotion, face à la réactivité, la sensibilité des émotions, on n'est pas tous égaux. C'est comme devant la santé. En fait, il y a des personnes qui vont, et ça a déjà été des thèmes qu'on a évoqués, qui vont être très sensibles, c'est-à-dire que le curseur va monter très vite, très haut, surtout en fonction des sujets sur lesquels ça va les concerner. Et en fonction de leurs croyances, si elles ont des croyances à propos d'elles-mêmes, si elles ont des croyances à propos de leurs capacités, des croyances limitantes sur leurs capacités, eh bien tout ça va fonctionner comme un filtre et va amplifier cette émotion par rapport à ce qu'elles ressentent. Et ça va pouvoir générer plus facilement des phénomènes d'anxiété ou ce type de phénomène en tout cas. La dimension culturelle dans laquelle on vit va aussi avoir une incidence. Je prends un exemple assez concret. Si vous vivez dans une culture où on n'a pas le droit à l'erreur, où l'erreur est très mal perçue, peut-être le doute aussi d'ailleurs, eh bien le fait de faire une erreur, eh bien ça va jouer comme un amplificateur parce que moins l'erreur est tolérée, moins le doute sera toléré et du coup plus ça sera aiguisé comme sensation. En France, comme on a une culture assez cartésienne, eh bien le droit à l'erreur est particulièrement pas très bien toléré. D'autres cultures, comme la culture par exemple américaine aux États-Unis, eh bien l'erreur va faire partie de l'apprentissage, est inhérent. Et d'ailleurs, si vous êtes entrepreneur et vous avez fait plusieurs faillites, une banque vous accordera plus facilement un prêt parce que justement vous avez connu des faillites et que ça vous donne des capacités à pouvoir le surmonter et ça sera reconnu, ce qui serait pas forcément du tout le cas en France ou à l'inverse quand on a ce type d'expérience, ça peut vraiment nous limiter pour le reste. Alors, avec ces deux fonctionnements, et ben finalement, on peut se poser la question, puisque là on l'a regardé aussi dans les effets positifs et les effets facilitants et les effets plutôt limitants, à quoi ça sert le doute? Comme on l'a déjà évoqué, d'un point de vue cognitif, ça va nous amener, nous poser des questions, se poser des bonnes questions et en coaching, on sait que c'est vraiment précieux de pouvoir se poser ces questions, d'amener du nouveau, d'amener de faire émerger du nouveau, d'amener des nouvelles connaissances, de remettre en question des pensées peut-être qui étaient limitantes et qui aujourd'hui ne nous permettent plus d'avancer comme on le souhaiterait et de se remettre en cause. Et donc cet esprit critique peut être tout à fait intéressant et souhaitable. D'ailleurs, s'il n'y a pas de conséquences négatives, en général, on ne va pas forcément se préoccuper de ce doute. Et dans la dimension émotionnelle, eh bien, ça va être un signal pour nous pour signaler les dangers potentiels. Et du coup, nous inviter à progresser déjà, puisque vous savez, l'émotion nous met en mouvement aussi. Donc, si on se pose des questions, ça nous crée un sentiment désagréable, eh bien, on va se mettre en chemin pour récupérer des nouvelles infos, acquérir de nouvelles compétences, par exemple. Et puis, évidemment, ça a une fonction de vigilance vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres. Et donc, cette émotion, quand elle est désagréable aussi, elle nous invite, elle nous incite à être vigilants et elle peut avoir donc soit cette fonction mobilisatrice, nous mettre en mouvement, et ça peut être effectivement très utile, et aussi elle peut avoir une fonction plus paralysante, c'est-à-dire qu'elle va nous inhiber, et on l'a vu aussi par rapport à cette bascule, elle peut nous inhiber parce qu'elle nous coupe de notre capacité à réfléchir, de notre dimension intellectuelle et de ces limites-là. Alors déjà, on peut aussi faire un lien par rapport à notre présence de coach. Parce que nous, en tant que coach, du coup, eh bien, ça peut avoir aussi ces dimensions-là. Alors, est-ce que le doute va nous paralyser? Est-ce qu'il va nous mettre en action et nous mobiliser? C'est ça qui est intéressant de se poser comme question par rapport à nos filtres, par rapport à notre façon d'appréhender les situations et notre relation avec les autres. Alors, on peut se demander, finalement, puisque on voit que le doute a une utilité dans l'esprit critique, dans cette fonction d'alerte qu'il a, qu'est-ce qui fait? Parce qu'en général, la nature, quand c'est utile pour nous,
eh bien, elle le rend plutôt agréable parce que du coup, ça nous encourage à le développer. Par exemple, on a un besoin de manger, et ben manger peut être plutôt associé à des émotions agréables. Nous sommes des êtres de relation, des êtres sociables, eh bien, ça va plutôt nous générer des sensations agréables pour qu'on puisse le développer. La reproduction aussi. Alors, qu'est-ce qui fait que dans le cas du doute, qui a pourtant une utilité pour nous, eh bien, ça soit plutôt, en tout cas, parfois et souvent, associé à quelque chose de désagréable? Eh bien, c'est lié à un fonctionnement du cerveau, ou en tout cas une caractéristique qui peut être tout à fait intéressant pour nous, coachs, de prendre en compte. Et cette caractéristique que je vous partage, eh bien, c'est que notre cerveau est pessimiste par défaut. Ça veut dire quoi? Eh bien, comme le dirait Coluche, pour imaginer le pire, c'est lui le meilleur. Et c'est quelque chose que je remarque souvent aussi, par moment, chez certaines personnes que j'accompagne, de pouvoir identifier les catastrophes. Ce sont les meilleurs et c'est une caractéristique de notre cerveau. De faire un focus sur tout ce qui pourrait être des menaces pour nous. Même si on le sait aussi, par moment, la plupart des problèmes n'arrivent pas. En tout cas, pour notre cerveau, il a cette caractéristique d'être pessimiste. Alors, qu'est-ce qui fait dans son fonctionnement qu'il est utile pour lui et pour nous d'être pessimiste? Parce que ça a du sens. Notre cerveau, sa principale mission, c'est notre tour de contrôle, eh bien, c'est de nous garder en vie le plus longtemps possible pour nous reproduire, pour la survie de l'espèce. Et ça, c'est vraiment une fonction inhérente. Et pour pouvoir nous garder en vie, eh bien, il faut qu'il puisse nous protéger des menaces. Et donc, du coup, il va être focus sur les menaces. Et il va être en alerte à un fonctionnement important pour les repérer. Il veut prendre aucun risque pour nous, puisque son rôle pour nous maintenir en survie, c'est effectivement d'identifier tout ce qui peut être une menace, d'identifier les opportunités. Mais il est prioritaire d'identifier la menace avant l'opportunité. Et donc, c'est vraiment ça qui va primer et qui fait que ce focus, cette capacité à repérer la menace, à être en alerte, va être particulièrement aiguisée, même si on l'a vu, il y a des variations ou des sensibilités en fonction des personnes, mais en tout cas, ça a du sens par rapport à la mission qu'a notre cerveau de pouvoir les repérer. Or, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous vivons dans un environnement extrêmement changeant. Or, si c'est changeant, eh bien, pour le cerveau, ça peut représenter une menace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, ce qui se passe est différent du passé, eh bien, je ne peux plus anticiper sur ce qui va se passer. Et pour moi, ça peut générer une menace, une perte de repère. Et puis, comme on l'a vu, du coup, générer des émotions qui vont être négatives et nous couper de nos ressources, là où peut-être, justement, on va avoir besoin de ces ressources. Et donc, du coup, c'est intéressant ça. Et focusant sur les menaces, nous faisant vivre du doute, l'important c'est que comment ne pas être inhibé et avoir toujours accès à nos ressources. Eh bien, on voit à quel point un de nos rôles essentiels du coach va être justement, alors à l'endroit, pas n'importe où évidemment, mais à l'endroit où c'est juste, créer un espace de sécurité. Et on sait que créer la confiance, la sécurité, une compétence importante du coach est de rassurer. Parce que si on est capable de réduire une émotion qui pourrait être inhibante, si la personne se sent menacée dans la situation où elle vit des changements qui vont la bouleverser, lui faire vivre de la confusion ou quelque chose qui va inhiber, eh bien, elle va ne pas avoir accès à ce qui est essentiel pour elle, donc ses ressources, et puis pouvoir créer du nouveau là où elle va en avoir besoin et pouvoir baisser la garde, réfléchir de façon constructive et créative avec l'ensemble de ses ressources, pouvoir confronter sa vision de la réalité, la faire bouger mais sans se sentir menacée parce qu'on a cette capacité de créer cette sécurité pour l'autre. Et puis on va le voir aussi, d'être capable de recevoir du feedback sans se sentir remis en cause parce que cette sécurité est présente et du coup va permettre de créer ce contexte créateur d'apprentissage qui est essentiel dans notre métier pour pouvoir avancer justement dans ces environnements changeants, dans les défis que l'on a à mener
et ce que l'on a à réussir dans différents environnements sans nous sentir en danger, puisque nous sentir en danger pourrait complètement nous paralyser. C'est pareil, du coup, nous en tant que coach, ça va être important de savoir qu'est-ce qui crée notre sécurité intérieure, de quels besoins on a et comment, pour avoir accès à toutes nos ressources, on va être en ligne pour pouvoir avancer avec notre sécurité, tout en étant confronté non seulement à l'imprévu d'une rencontre avec un coaché, à l'imprévu du sujet qui nous amène, à l'imprévu de ce qui va se passer, puisque c'est inhérent à notre métier aussi, de découvrir et de cheminer avec l'autre. Et donc, c'est pouvoir être conscient et avancer et nous créer cet espace de sécurité intérieure qui va nous permettre d'avoir la meilleure présence et de créer cet espace pour nos coachés. Alors, pour devenir serein, notre cerveau va avoir besoin de sens et de cohérence. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, par rapport à ce rôle qu'il a, pour nous garder en vie, cette mission qui est essentielle pour lui, eh bien, ce qui va être important, c'est qu'il trouve du sens. Et il va avoir un besoin de cohérence. C'est-à-dire que dès qu'on va perdre de la cohérence, eh bien, lui, ça va l'alerter, ça va être une menace, et ça va être difficile pour lui de se dire tiens, il y a du sens, je vais anticiper, je peux prendre telle décision en connaissance de cause, connectée à mes ressources et ma réflexion. Et c'est comme si c'était un véritable radar à incohérence. Il a la capacité de détecter les incohérences. Alors évidemment, notre cerveau était plutôt conçu pour repérer ces incohérences dans la nature. Par exemple, si le vent souffle vers la gauche, mais qu'on voit des brins d'herbe qui s'inclinent vers la droite, eh bien, il va être alerté. Il va se dire « Ah, attention, prédateur !» Et ça va l'alerter. Parce que pour lui, ça sera une incohérence. Alors aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas forcément le même type d'incohérence que l'on va repérer. Mais en même temps, on va repérer, et lui, il ne fait pas la différence, notre cerveau, entre ce qui est imaginaire ou ce qu'il voit ou ce qui est intangible. Et par exemple, si vous animez une équipe et que vous voyez quelqu'un froncer les sourcils, même si sur 20 personnes, il y a 19 personnes qui sourient, notre cerveau va repérer ce non-verbal et ça va l'alerter. Peut-être il va le vivre comme une menace en fonction de sa sensibilité, ce qui est vrai pour lui, parce que pour lui, ça va être une incohérence et peut-être quelque chose qui pourrait nous menacer ou être un danger pour lui. Et donc, du coup, ça peut déclencher chez lui des doutes et déclencher chez nous des émotions qui peuvent être liées à ce doute et à ces peurs. Et on va retrouver, comme je l'ai dit, les mécanismes précédents qui peuvent être contre-productifs pour nous. C'est pareil lorsque l'on est avec un coaché, ou si vous êtes manager et qu'un collaborateur hurle, il ne va pas faire la différence entre quelque chose de plus tangible, comme par exemple un sanglier, ou quelqu'un qui hurle et que vous percevez de façon agressive. Pour lui, c'est une menace. Et donc, du coup, il va réagir à ça. Il va le détecter comme une incohérence, j'ai envie de dire, si on utilise souvent ce terme, par moment une incongruence. Si on voit quelqu'un qui sourit mais qui a les yeux tristes, eh bien, ça peut être pour nous aussi un écart et une incohérence, une incongruence qui va nous alerter et créer chez nous ce doute ou ces émotions qui vont nous alerter par rapport à ce que l'on vit. Alors aujourd'hui, effectivement, on va plutôt vivre des incohérences, je vais dire, au niveau social ou dans le lien social, un peu moins dans la nature, même si par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, la pandémie, ça nous rappelle aussi qu'on peut être amené à vivre des dangers externes. Et nous sommes des êtres sociaux pour qui la relation sociale est essentielle. Et c'est lié aussi à notre façon de vivre, l'importance d'appartenir à un groupe, parce que c'est aussi lié à notre survie. Et du coup, les alertes peuvent être liées au fait des réactions ou ce qui pourrait être lié à du rejet ou de l'intégration ou non à un groupe.
Alors, dans les découvertes du cerveau aussi, ce qui a surpris dans les découvertes assez récentes, c'est la part ce qu'on pourrait appeler le cerveau social, c'est-à-dire la part que les neurones qui sont liés à cette vie en groupe et cette dimension sociale avaient comme importance dans ce que l'on vit. Et du coup, on peut voir aussi que ça aussi, c'est essentiel pour nous, cette dimension sociale. Et que nous, ça peut aussi, en fonction de notre rapport au regard de l'autre, à ce qu'on interprète, puisque évidemment, le cerveau qui va avoir cette alerte, il va avoir besoin de trouver du sens. Je reprends mon exemple du non-verbal. Eh bien, s'il n'a pas de sens, eh bien, il va peut-être se raconter une histoire. Il va peut-être se dire, tiens, mon coaché fronce les sourcils, c'est peut-être qu'il trouve que ma question n'est pas pertinente, ou il n'est pas satisfait, ou il n'est pas bien. Et ça va être une interprétation, une histoire qu'on se raconte parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de se donner du sens et d'avoir des repères par rapport à ce qu'on observe et par rapport à ce que l'on peut vivre comme une menace. Et du coup, ça va être intéressant puisqu'on ne se raconte pas forcément la même histoire, hein, en fonction de nos croyances, en fonction de ce que l'on vit, de notre culture. Et ça va nous amener à réagir de ce fait complètement différemment. Alors, le rôle du coach, encore une fois, dans ce mode de fonctionnement, de ce que l'on vit, de nos alertes, que ce soit dans la relation à l'autre, dans ce qu'on vit, dans ce que nous vivons, eh bien, va être aussi essentiel. Parce qu'il va accompagner à trouver du sens grâce à ces questions autour du doute dans ce que vit l'autre. Se poser des questions va nous permettre aussi d'éclairer ce que l'on vit, de nous donner des repères. Et puis, dans les situations d'apprentissage, parce que finalement, dans une situation d'apprentissage, le doute est inhérent puisque on va vers quelque chose de nouveau, dans lequel on n'a pas de repères, puisque c'est nouveau. Et donc, du coup, ça peut alerter notre cerveau. Et on a d'autres situations d'incohérence aussi où eh bien, on ne vit pas les mêmes choses que précédemment. Et donc, par rapport au passé, on ne peut pas aller trouver des réponses aujourd'hui. Et ça peut créer des incohérences. On peut avoir, vous avez certainement déjà évoqué ça, mais des injonctions paradoxales que l'on peut trouver aussi dans les entreprises. Et donc, nous, dans notre accompagnement, on va pouvoir non seulement questionner, nommer, aller chercher du sens, lever des incohérences et aussi utilement ramener de l'objectivité. Ok, une personne fronce le sourcil. Qu'est-ce que ça peut être? Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre aussi? Et si je l'interroge? Et dans un groupe, si une personne fronce les sourcils, est-ce que les autres froncent les sourcils aussi? Donc, c'est tout notre questionnement qui va éclairer et qui va mettre du sens et ce qui va être utile à notre cerveau pour retrouver sa sérénité et du coup pouvoir se connecter à toutes ces ressources. Et finalement, ça sert à apaiser la sentinelle de l'émotion et pouvoir retrouver sa réflexion, sa créativité, retrouver de nouvelles façons de faire sans nous sentir en danger et de retrouver cette objectivité dont on parle. Alors, comment on va pouvoir avancer et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce doute et cheminer, ne serait-ce que pour nous ou pour notre coaché? Alors, avant peut-être d'aller voir, Yotis, je t'invite peut-être justement à voir quelles questions on se pose et donc à lancer le sondage et celui qui suit. Tout à fait. Donc, à propos de quoi doutez-vous le plus souvent en tant que coach? Première possibilité, de vos capacités de coach. Deuxième, de vos possibilités de vivre du coaching. Troisième, de vos capacités d'entrepreneur, marketing, vente, etc. Des capacités de vos clients à surmonter les obstacles et de l'avenir du coaching. Et vous êtes assez rapide encore pour cette question. Et voici les résultats. Avec 31% de vos capacités de coach, 29% de vos capacités d'entrepreneur, 28% de vos possibilités de vivre du coaching, 7% des capacités de vos clients à surmonter les obstacles. C'est très rassurant d'ailleurs, 5% de l'avenir du coaching. Voilà Nathalie, c'est à toi. Ok, très bien.
Eh bien, tout à fait intéressant parce que du coup, ça nous donne aussi un éclairage sur qu'est-ce qui nous génère et qu'est-ce que l'on partage, nous, en tant que coach. Et on voit qu'il y a des dimensions qui se rejoignent, en tout cas pour certains d'entre nous. Mais ce que je te propose, c'est aussi, puisque le doute touche nos coachés, d'aller interroger les coachés et du coup de lancer le sondage aussi des doutes sur les coachés. Tout à fait. Donc, troisième sondage, quels sont les doutes les plus souvent exprimés par vos coachés sur eux et leurs capacités, sur ce qu'ils doivent faire, sur vous, sur ce qui va se passer après, autre. Et là, ça demande un peu plus de réflexion. Paf, d'un coup, ça monte. Donc ça va, vous avez fait votre choix. Et je ferme le sondage ici avec 57% sur eux et leurs capacités, 33% sur ce qu'ils doivent faire, 8% sur ce qui va se passer après, 2% autres, et c'est une première, un 0% sur vous. Ok, super. En tout cas, oui, ça veut dire que si nous, on a des doutes, parfois, en tout cas, eux n'en ont pas sur nous et c'est tout à fait intéressant. Et que cette dimension, finalement, est très partagée. Le fait de douter à propos de nous et de nos capacités, en tout cas, c'est sur ce chemin-là, et c'est ce que je partage aussi au niveau de mon expérience, que le coach qui va créer ce sentiment de sécurité, qui va pouvoir accompagner, va être particulièrement précieux dans ses doutes, parce que ces doutes peuvent être tellement importants par moment qu'ils peuvent créer vraiment des blocages, en tout cas, qui sont très forts. Alors, ce que je propose maintenant, c'est de voir une proposition, comment on va pouvoir aborder, avancer avec le doute. Bien sûr pour nous, mais bien sûr pour nos coachés, parce que la particularité, c'est qu'on le vit dans les deux dimensions. Et que le doute, on l'a vu, peut générer des émotions de peur, d'appréhension, d'éléments de cette dimension-là, et qu'il peut aussi y avoir des phénomènes de contagion, parce que la peur, c'est l'émotion la plus contagieuse aussi, et que c'est tout à fait intéressant. Alors, ce que je vous propose, c'est en 5 points, comment, étape par étape, on peut avancer avec ce doute. Et c'est un protocole de régulation qui correspond à un protocole venant de l'université d'Yale, qui travaille sur le centre d'intelligence émotionnelle et qui peut être intéressant d'utiliser, ou en tout cas dans ces différentes dimensions par rapport à ce que l'on vit, au doute quand il est limitant, bien évidemment, c'est à ce moment-là où il va être intéressant aussi de s'en occuper. Et puis, ce protocole, s'il est utile dans la dimension du doute, il est aussi utile pour comment avancer dans la dimension émotionnelle avec nos clients. La première des étapes, eh bien, ça va être de l'accepter et de l'accueillir corporellement, puisque le corps, aller chercher là où on le ressent, eh bien, ça, c'est le langage de l'émotion, de pouvoir accueillir. Parce que, finalement, vous l'avez compris, l'émotion, c'est une sentinelle. Elle vient nous alerter à propos d'un risque par rapport à notre fonctionnement du cerveau. Et si on ne l'accepte pas, si on ne l'accueille pas, eh bien, cette sentinelle, elle va se dire, j'ai pas bien fait mon boulot. Et donc, du coup, elle va venir nous taper plus fort à d'autres moments, peut-être moins opportuns, jusqu'à temps qu'elle soit accueillie et acceptée, puisqu'elle a une fonction importante pour nous. Et donc, vraiment, accepter, accueillir et pouvoir l'observer où elle se loge. Comment commencer ce doute, cette émotion qu'on ressent à propos du doute va être une première étape. Et c'est pas si évident que ça, parce que finalement, dans notre culture, eh bien, on laisse pas forcément cet espace-là. Peut-être que nous, en coaching, on le laisse, puisque on travaille sur les 3 dimensions pour travailler dans tous les potentiels de la personne, tête, cœur, corps. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que par moment, dans certains univers, et c'est avec ça qu'on accueille nos coachés, eh bien, accueillir l'émotion, elle sera pas forcément le bienvenu. J'ai déjà entendu, moi, des phrases du type « Tiens, en entreprise, les émotions, on les laisse à la porte, par exemple. » Et donc, on nous a pas forcément appris ou invité à faire cette première étape d'accepter, de l'accueillir
et de l'observer. Et je dois dire que il m'est arrivé pour parfois, parce que je ressentais des émotions par le passé très désagréables, de me dire, ben, plutôt je me coupe de l'émotion pour qu'elle vienne pas m'envahir et puis pour que je puisse avancer. Et comme je viens de le dire, c'est tout à fait contre-productif et c'est pas la bonne façon qui va me permettre d'avancer sans prendre en compte cette émotion qui vient me parler de moi, qui a du sens, qui va me parler aussi de mes valeurs non satisfaites, de mes besoins, hein, de ces besoins de cohérence et qui sont si importants pour moi. Une fois qu'on l'a accepté et qu'on l'a accueilli, qu'on l'observe, ça va être de pouvoir la nommer. Comment peut-on nommer? C'est ce que vous avez fait aussi tout à l'heure, hein, quel nom vous pourriez donner et finalement la comprendre. Parce que si elle s'invite, et ça, si elle s'invite, c'est pas vous qui l'invitez, hein, l'émotion, vous la ressentez par rapport à quelque chose que vous vivez, eh bien, ça peut être intéressant de se dire, si vous êtes en coaching, tiens, qu'est-ce qui déclenche cette émotion? Et qu'est-ce qu'elle me raconte, cette émotion-là? Elle me dit quoi de moi? Et ça va être de se questionner, de déjà la nommer, c'est une façon aussi de continuer à l'accueillir. Et puis, l'étape d'après, ça va être de chercher, et c'est vraiment une question précieuse en coaching en tout cas, d'aller chercher le besoin qui se cache derrière ce doute. De quel besoin elle vient me parler? Est-ce un besoin de sécurité? De quoi j'ai besoin? De réassurance? Est-ce que j'ai besoin de réconfort? Qu'est-ce qui va me permettre, sur quoi je vais pouvoir, sur quel besoin je vais avoir à satisfaire? Parce qu'un besoin, tant qu'il n'est pas satisfait, il va se rappeler à vous, hein, puisque c'est un besoin. Et donc là, ça va être l'occasion d'aller chercher ce besoin. Et puis, une fois qu'on a repéré, nommé, exprimé ce besoin, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est de l'exprimer. Parce que s'il y a un besoin, de l'exprimer à propos de soi, pour soi, ou à propos des autres. C'est-à-dire, si j'ai besoin, par rapport à mon coach, de réassurance, eh bien, de le nommer, de l'exprimer, va être intéressant et aussi une étape qui va nous permettre d'avancer par rapport à notre besoin et donc du coup par rapport à notre émotion et du doute qui est suscité. Et du coup, ça nous permet aussi, une fois exprimé, d'augmenter les chances de satisfaire ce besoin, même si ce besoin est lié aux autres et on le sait, on n'a pas d'incidence forcément sur la réponse de l'autre, mais en tout cas, l'exprimer, c'est déjà une avancée. Et puis, eh bien, la dernière étape, ça va être de ce qu'on appelle la réguler. C'est-à-dire que finalement, ce qui est important, c'est une question de curseur dans cette émotion, hein. Et plus on repère les signaux faibles, et plus ce mécanisme, c'est un peu comme une vague, hein, elle va s'installer, elle va venir et elle va aussi retomber. Eh bien, plus on prend l'habitude de effectivement explorer au travers ces différentes étapes et de la réguler, eh bien, en plus, ces vagues vont être de moins forte intensité et on va comprendre avec des signaux faibles de quel besoin ça vient nous parler et comment on peut réguler. Et comment on peut apprendre à réguler? Ben vous, en tant que coach, vous connaissez certainement pas mal de techniques, hein, qui peuvent être déjà la respiration, peut-être se mettre en mouvement pour ceux qui sont dans cette dimension corps, peut-être aussi par certaines pensées dans la dimension cognitive, de recadrer ou peut-être par un dialogue interne qui va être favorable à réguler cette émotion. Et donc, c'est déjà accepter de se laisser traverser et d'avancer au travers de ces différentes étapes pour pouvoir exprimer ses émotions. Et nous, si on avance de cette façon-là, évidemment, on va pouvoir l'expérimenter, le faire modéliser par nos coachés. Si je partage avec mon coaché le fait que, tiens, j'aurais besoin, j'ai vu qu'il fronçait les sourcils à un moment donné et que je pourrais sentir comme un doute ou une appréhension à cet endroit-là et que j'aurais besoin d'éclaircies par rapport à ce non-verbal, eh bien, ça va permettre d'avancer et à lui aussi de modéliser comment il peut avancer, progresser et s'enrichir à partir de ce qu'il ressent et travailler dans les 3 dimensions par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui. Voilà. Alors,
Avant de passer à l'étape suivante, je voudrais, si tu en es d'accord, Yotis, lancer le dernier sondage. Et avant de le lancer, finalement, de se dire, ce doute est précieux pour nous, non seulement est précieux, et peut nous amener à être travaillé avec nos coachés dans cette relation. Et je t'invite de ce fait à lancer le dernier sondage qui va nous permettre finalement, si vous aviez à nommer cette intention positive, cette dimension positive du doute, ça serait quoi pour vous? Je te laisse, Yotis, lancer ce dernier sondage. Et voilà, le sondage est lancé. Pour vous, l'intention positive du doute pour le coach serait d'apporter de l'humilité, d'apporter de la créativité et faire émerger du nouveau, de bousculer et mettre en mouvement, de se poser les bonnes questions autres. Et vous n'avez que quelques secondes pour répondre à ce sondage. Donc, voilà, vous allez très très vite, c'est super. Et on arrête le sondage ici. Voici les résultats avec 38% d'apporter de la créativité et faire émerger du nouveau, 30% de se poser les bonnes questions, 16% de bousculer et mettre en mouvement, 15% d'apporter de l'humilité et encore 0% pour ce soir, autre. Ok, très bien. Eh bien, je trouve ça tout à fait intéressant justement de le regarder dans cette dimension d'intention positive pour chacun, même si il y a des choses différentes qui émergent pour chacun. Effectivement, si notre métier, c'est de faire émerger du nouveau, de la créativité, eh bien, c'est aussi accepter de ne pas savoir pour laisser justement un espace à ce quelque chose de nouveau. Et du coup, accepter, être à l'aise avec le fait que on va perdre à un moment donné cette connaissance. Et c'est justement parce qu'on accepte de ne pas savoir que le chemin va pouvoir avoir lieu. Et vous évoquiez la confusion tout à l'heure, mais justement, déconstruire ce que l'on sait, c'est créer de la confusion, comme dit Jacques Salomé, après la confusion, la révélation, c'est ce qui va permettre à laisser quelque chose de nouveau. Ça va permettre effectivement de se poser les bonnes questions et on sait à quel point c'est précieux en coaching de pouvoir se poser les bonnes questions, de s'interroger et de faire cheminer notre coaché et de le mettre en mouvement parce qu'effectivement le coaching c'est concret et que si le doute peut générer en fonction du curseur, en fonction de comment c'est vécu, côté paralysant, eh bien ça ne va pas nous permettre de le mettre en mouvement. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant d'avoir cette dimension-là. Et puis, l'humilité, j'aime bien aussi parce que je la trouve aussi inhérente à nous, les coachs. Je suis d'origine d'une formation agronomique et dans la bio. Et l'humus, pour moi, et la fertilité, c'est ce qui permet justement de donner des choses fertiles. Et je pense que l'humilité, cette aisance avec le fait de ne pas savoir est tout à fait précieux pour nous les coachs, pour laisser aussi nos coachés aller dans leur performance. Alors voilà, je voulais vous partager cette différente vision autour et ce cheminement autour du doute. Le fait de cheminer, pour ma part, autour du doute, a été vraiment intéressant parce que il m'a permis de cheminer dans ces trois dimensions, de donner, de relier à des éléments de compréhension. Comme je l'ai dit par moments, notre métier peut être intangible, abstrait. Eh bien, ça donne encore plus de sens de comprendre comment on fonctionne, à quel point c'est important de donner du sens, à quel point de créer cette confiance, cette sécurité, d'être présente à nous, d'être au clair avec ce que l'on vit. Et à quel point, si on relie le doute avec cet environnement que l'on vit aujourd'hui, de plus en plus changeant, de plus en plus vecteur de doute, à quel point c'est précieux pour nous de pouvoir accompagner ça chez nos coachés, dans les entreprises et dans les organisations et dans les différents environnements, parce que le doute est là et que va être de plus en plus présent si on le regarde sous cet angle-là. Le doute est utile, on vient de voir ses fonctions positives et c'est naturel et c'est normal de douter, c'est même précieux.
quand on regarde ces dimensions-là. Et le tout est une question de curseur et de signal faible aussi, hein, sur lequel. Et puis, tout ce qui peut nous apprendre à vivre avec le doute, eh bien, est aussi précieux, comme je pense, ce métier de coach est précieux par rapport à ce qu'on a à vivre et dans l'avenir et ce que doivent vivre nos coachés par rapport à leur situation. Voilà, je voulais terminer par ça, par le sens que ça pouvait nous donner ce cheminement au travers du doute et dans toutes ses dimensions. Un grand merci Nathalie pour cette belle présentation éclairante et qui alimente notre réflexion sur le doute, meilleur ami ou ennemi du coach. J'aimerais également remercier Nathalie Blin qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nathalie Blin est ambassadrice pour ICF Synergie pour le Québec et également l'une des expertes du pôle événements. Nathalie est membre aussi de l'ICF Québec. Bonsoir Nathalie, comment ça s'est passé ce soir? As-tu des questions de la part de nos synergiens? Bonsoir, bonsoir. Oui, oui, plusieurs questions. Peut-être une de Valérie. Elle te demande quelle différence fais-tu, Nathalie, entre le doute et la peur? Il semble y avoir une confusion entre ces deux concepts. Alors, la peur est une émotion et touche la dimension émotionnelle. Le doute est plus large parce que, comme je l'ai dit, il peut être lié à des questions qu'on se pose, à notre esprit critique, à cette dimension intellectuelle. Par moment, il peut être neutre et pas forcément relié à une émotion telle que la peur. Et comme vous l'avez répondu, par moment c'est de la peur, par moment ça peut être aussi d'autres émotions en fonction. Il n'est pas forcément relié uniquement à la peur. Et donc, il peut assez souvent être lié à la peur, de l'angoisse, voire plus, mais pas que. Élise pose la question, puisque le doute semble laisser place à une croissance intéressante, une fois qu'il est dépassé, que le sens est retrouvé, dans quelle mesure le doute peut être semé volontairement dans l'esprit du client par le coach, qui l'accompagnera ensuite à en sortir pour trouver des clés? Ah, très intéressant comme question. Eh bien, au moment, une fois que l'espace de sécurité, de confiance est créé, par exemple, si une pensée limitante ou une croyance limite aujourd'hui notre coaché dans l'atteinte de son objectif ou dans le chemin qu'il a à faire, eh bien, c'est peut-être ce qu'on appelle sous le nom de recadrage ou de feedback. Il y a plusieurs façons de le faire. Eh bien, une question ou un partage ou un recadrage, bien, va peut-être amener l'autre à reconsidérer sa façon de voir. Si j'ai une croyance, par exemple, il faut travailler dur pour réussir. Et si je pose la question, quelle autre façon permettrait de réussir? Est-ce bien la seule? Eh bien, l'idée, c'est de semer le doute dans cette croyance qui peut être aujourd'hui limitante. Et effectivement, il peut nous être précieux. Et merci de cette question. Emmanuel se demande, dans le fond, si le doute n'est-il pas utilisé que s'il est conscientisé? Alors effectivement, hein, si on veut utiliser ce doute, et je l'ai dit, ce doute peut être le nôtre, celui de l'autre, celui dans la relation ou ce doute contagieux. Plus on met de la conscience et éveiller à la conscience, mettre de la conscience, c'est notre métier. Effectivement, c'est très précieux. Et merci de permettre de nommer ça. Hein, c'est là encore, et j'espère que peut-être ce cheminement a amené de la conscience sur le doute. En tout cas, c'est cette conscience-là qui nous permet d'avancer, de nourrir nos échanges, le travail que l'on fait avec le coach. Et du coup, la nécessité d'être conscient. Merci Nathalie, merci Nathalie. Vous avez d'autres questions à poser à Nathalie Lévy. Rendez-vous sur LinkedIn. N'hésitez pas à réagir, à partager vos feedbacks, poser toutes vos questions. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile pour alimenter votre réflexion en tant que coach et que ce sujet vous aidera au développement de votre pratique. Si la réponse est oui, vous savez quoi faire. Un petit pouce bleu, un petit cœur, un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour nous envoyer de l'ocytocine et augmenter ainsi nos niveaux de dopamine. Donc, vous mettez des petits cœurs un peu partout, quelques commentaires et voilà comment nous faire plaisir tout simplement. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos,
cliquez tout simplement sur la petite clochette. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Nathalie, je te laisse le mot de la fin. Bon, je vous souhaite un bon chemin, cher coach, et avec plus de sens et plus de croissance encore pour vous et vos coachés. Merci Nathalie, merci Nathalie, merci à vous toutes et tous. Au revoir.